Rebonsoir ou bonsoir, ça a coupé. Donc comme je vous disais, je crois que c'est avant l'été dernier ou durant l'été dernier, j'avais déjà proposé un live sur l'ancrage où je vous proposais des exercices d'ancrage. Je vous avais parlé de tourmaline noire, d'huile essentielle de clou de girofle. Bonsoir James, merci, on va y arriver. Et puis des exercices, l'ancrage avec la nature, avec les arbres et tout ça. Donc, ce soir, je vous propose un Facebook Live pour vous donner des pistes qui peuvent faire par rapport à qu'est-ce qui peut provoquer des problèmes d'ancrage. Parce que en fait, alors moi en consultation, j'ai pas mal de personnes qui viennent. Alors c'est pas en fait leur problématique au départ, c'est pas forcément ça, mais par rapport à ce qu'elles libèrent, et bien en fait, je leur dis ouais là ça va travailler ton ancrage et elles le ressentent vraiment au niveau des jambes, au niveau des pieds, au niveau du corps. C'est comme si d'un seul coup le corps il pesait beaucoup plus lourd quoi. C'est que la personne elle va venir travailler son ancrage directement. Donc l'ancrage, on pourrait dire, bah ouais, qu'est-ce qui symbolise l'ancrage on va dire, bah ouais, l'ancrage en fait c'est symbolisé par le chakra racine. Alors ok, alors j'espère que je sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire le chakra racine. Voilà, on va dire que c'est au niveau du pubis. On a 7 chakras principaux, sachant qu'on en a plein d'autres, mais on va travailler essentiellement sur les 7 principaux. Et donc, en fait, si une personne a ce chakra qui énergétiquement est un peu en mauvaise posture et un peu faiblard, eh bien déjà à ce niveau-là, ça peut venir perturber son ancrage. Donc vous avez tout un tas de façons de venir rééquilibrer vos chakras, de venir dynamiser vos chakras. Vous avez des méditations, vous avez des soins, vous avez du Reiki par exemple qui peut vous aider à faire ça. Il y a tout un tas de trucs, il y a des pierres en fait qui peuvent aussi dynamiser vos chakras. Mais imaginons, une personne vient me consulter et c'est pour parler de sexualité, elle va me dire bah voilà, j'ai plus de libido ou je sens que en fait le plaisir ça a fortement diminué ou des choses comme ça. Et bien ce qui va être étonnant ou qui est quelque part logique, et bien c'est qu'en fait ce qui va être bonsoir Stéphanie, ce qu'on va associer généralement au trouble de la sexualité, eh bien c'est peut-être qu'au niveau du chakra racine, évidemment aussi du deuxième chakra, mais là je parle de l'ancrage, eh bien peut-être qu'au niveau du chakra racine, eh bien il y a un problème à libérer, à évacuer, et ça va directement agir sur la sexualité de la personne. Donc le chakra peut vraiment être considéré à part entière dans la symbolique de se raccorder à son ancrage. C'est vraiment pas du tout. Bonsoir Sabi, net. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte et je dirais c'est une première étape. Ça fait partie des premières étapes à considérer pour améliorer son ancrage. Mais on va aller au-delà de tout ça parce que vous allez me dire bah oui mais en fait si une personne a son chakra racine qui n'est pas super bien qui subit, je vais appeler ça une distorsion, son chakra racine n'a pas une amplitude suffisante, ne s'exprime pas suffisamment, eh bien c'est qu'il y a certainement une origine à ça. C'est-à-dire que vous pouvez venir rééquilibrer le chakra racine, mais peut-être que 2 heures plus tard ou dès le lendemain, eh bien en fait c'est bon à refaire. Donc il y a certainement quelque chose à aller voir au niveau du chakra racine. Qu'est-ce qui fait que le chakra racine, en fait, qui porte en symbolique, ça va être la couleur rouge, qu'est-ce qui fait que ce chakra racine a des difficultés à se dynamiser, ou ça peut être carrément l'inverse, eh bien il s'exprime beaucoup trop. Parce que ça veut dire que si un chakra en fait a une énergie qui est beaucoup trop développée, ça va venir influencer au moins celui d'après et peut-être même les 6 autres chakras. Donc c'est important que votre 7 chakras ait vraiment une belle énergie, qu'ils soient tous, qu'ils expriment une certaine harmonie. Le chakra racine, moi j'ai déjà eu chez une personne, bonsoir Fabienne, je lui dis bah ouais ton chakra il a un petit souci, et en fait c'était son rapport aux hommes, donc c'est une femme, et je lui dis c'est ton rapport aux hommes, et je lui dis en fait est-ce que quelque part dans une ou des anciennes relations ça s'est mal passé avec ton partenaire? Et puis là elle me dit oui en fait voilà il y a eu de l'agression verbale, c'était très compliqué, bon, il y a eu une séparation, et du coup en fait c'était elle dans sa psychologie, son rapport aux hommes qui était complètement faussé, ça venait directement agir sur sa sexualité, et par conséquent, ça venait directement agir sur son ancrage, sur son chakra racine et sur son deuxième chakra. Donc, elle s'est libérée
des perturbations psychologiques, des engrammes inconscients. Elle s'est libérée en fait des blocages émotionnels inconscients qu'elle avait en rapport avec les hommes. Et ça a tout de suite favorisé son ancrage et elle s'est reconnectée, je dirais, quelque part, à une partie de sa sexualité. En tout cas, son chakra racine, d'un seul coup, il s'est beaucoup plus ouvert et il s'est largement dynamisé. Donc en fait, l'ancrage, on peut avoir des perturbations au niveau de l'ancrage qui peuvent directement agir sur notre chakra racine, et bien tout simplement parce que on va avoir vécu des événements dans notre vie qui vont nous avoir perturbés, qui vont nous avoir choqués quelque part. Donc ça c'est super intéressant parce que je vais vraiment développer toute la soirée à ce sujet-là, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas des programmes inconscients, des mémoires inconscientes qui font que en fait on peut être coupé de son ancrage. C'est ça le truc. Et à ce moment-là, quand on a ces blocages inconscients, bah, je peux vous dire que vous pouvez mettre 3 kilos de tourmaline à vos pieds, sniffer à longueur de journée du clou de girofle, de l'huile essentielle de clou de girofle, mettre des sous-vêtements rouges, mais rouges vifs, autant que vous voulez, manger du légume cru de racines, autant que vous voulez, faire des connexions à la terre, autant que vous voulez, eh bien, forcément, vous-même, à cause de ces mémoires émotionnelles inconscientes, à cause des blocages émotionnels, dans tous les cas, vous ne vibrez pas une bonne énergie pour avoir un bon ancrage. Ok? Bien sûr, même consciente, 3 petits points. Mais si en plus vous le savez, c'est encore plus fort. Par contre, si vous savez que vous avez un blocage émotionnel et que il est toujours là, c'est que de toute évidence, vous n'arrivez pas à vous en libérer tout seul ou toute seule. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut faire appel à des gens comme moi, par exemple. Mais je suis pas le seul à pouvoir le faire. Donc, je vais vraiment développer à ce sujet-là parce que je dirais que, pour moi, quelqu'un qui a un problème d'ancrage, ben évidemment, c'est un problème énergétique qui peut être dû à ce qu'on appelle une mémoire émotionnelle, un blocage émotionnel, conscient ou inconscient, évidemment. Merci, Sabinette. Sabinette, c'est un pseudo un peu bizarre, mais est-ce que c'est Sabine? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher une personne d'avoir un bon ancrage? Et sachant que quelqu'un qui a, entre guillemets, un mauvais ancrage ou qui a du mal à s'ancrer, eh bien, ce sont parfois des personnes qui peuvent être très rêveuses sans le vouloir, qui peuvent aussi avoir des états modifiés de conscience sans vraiment pouvoir gérer ça. Ce sont aussi peut-être des personnes qui peuvent avoir des excès de fatigue par moment. Hein, c'est vraiment, ça peut être compliqué à gérer. En fait, il y a toute une symptomatique qui peut vraiment se greffer au problème d'ancrage. Ce sont aussi des personnes, si jamais elles sont hyper émotives, eh bien en fait, la moindre petite sollicitation émotionnelle, ça vient vraiment les percuter, les choquer, quoi. Ça peut être très violent, en fait, des moindres petites sollicitations émotionnelles vont vraiment venir les perturber très fortement, que ce soit des stress, des colères, des tristesses. Ça peut être voilà, de la jalousie, ça peut être, ça va venir directement réveiller ces petites blessures, ça peut venir réveiller des blessures d'abandon, de rejet, d'injustice, etc., etc., etc. Des blessures, je pourrais vous en citer une trentaine. Il n'y a pas que les 5 de Louise Bourbeau, il y en a beaucoup plus que ça. Et donc en fait, on peut devenir hyper émotif parce qu'on a un problème d'ancrage. Et ça, c'est un peu embêtant parce qu'en fait, du coup, on a du mal à gérer ses émotions. Bonsoir Sarah. Bref, des difficultés à être ancrées, et bien comme je vous ai dit, hein, il y a plein d'artifices, il y a plein d'éléments extérieurs qui peuvent nous aider à être ancrés, mais ça ne va pas suffire. Si on ne solutionne pas le problème à la base, forcément ça reviendra, c'est obligé. C'est-à-dire qu'une personne qui va, par exemple, en décodage biologique des maladies, une personne qui fera des sinusites à répétition depuis 1 an ou 2 ans, elle aura beau prendre ses antibiotiques, au bout d'un moment elle va arrêter les antibiotiques parce qu'elle aura toute sa flore intestinale qui sera flinguée, eh bien ça va être que des gouttes dans le nez, ça va être que des inhalations. Mais ce qui se passe, c'est pourquoi est-ce que tu fais des sinusites à répétition? Quelle est l'origine émotionnelle de ces sinusites à répétition? Eh bien si elle enlève, si elle se libère de l'origine émotionnelle inconsciente de ces sinusites, les sinusites vont s'arrêter. Ok? Est-ce que le manque d'ancrage peut empêcher le sommeil? Je ne peux pas te dire non, je peux te dire oui, c'est possible. Par contre, ce n'est pas un problème d'ancrage qui sera peut-être uniquement la cause des problèmes de sommeil. Il faut vraiment relativiser les choses. L'hyperesthésie, ouais, ça rejoint l'hypersensibilité.
Les troubles du sommeil peuvent vraiment être divers et variés, mais c'est vrai que, imaginons qu'une personne ait une certaine sensibilité à percevoir les énergies des autres, puisse très facilement faire éponge avec les émotions des autres, et bien en effet, le phénomène de faire éponge, trop facilement éponge par rapport aux émotions des autres, peut trouver son origine dans un problème d'ancrage, mais pas que, mais ça peut être ça. D'être hypersensible, ça peut être très bien vécu, comme ça peut être très mal vécu, et il y en a peut-être parmi vous ce soir qui sont hypersensibles et qui ont du mal à gérer ça. Donc, un problème de sommeil qui serait lié en rapport avec l'ancrage, bah ça se peut aussi, parce que du coup, quand tu es en train de dormir, bonsoir Valérie, tu es, je dirais, quelque part dans un état modifié de conscience, quand tu dors, parce que quand tu es à certains rêves ou à certains moments du sommeil, en fait, eh bien, c'est comme si tu étais dans une méditation profonde. Et si tu es dans une méditation profonde et que tu manques d'ancrage, eh bien du coup ça peut vraiment t'emmener très très loin, et ce qui fait qu'à ce moment-là, bah, tu n'es plus en train de te reposer, en train de dormir, eh bien quelque part tu es hyper actif au niveau de ton cerveau, au niveau de tes ressentis, en effet là tu ne te reposes pas. Donc c'est pour ça qu'en effet, un problème d'ancrage peut entraîner des troubles du sommeil. Voilà ce que je pourrais te dire à propos de ça. Donc qu'est-ce qui peut causer chez une personne, quels sont les blocages émotionnels, les blocages inconscients émotionnels qui font qu'une personne va avoir des problèmes d'ancrage? Eh bien, on va commencer par le commencement. Imaginons que papa-maman ait un rapport sexuel, et puis en fait, bah là, à ce moment-là, il n'envisageait pas trop d'avoir un ou des enfants. Et puis, bah, quelques semaines plus tard, maman se rend compte, surprise, eh ben, je crois que je suis enceinte. Ah ouais, mais en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, quand un papa et une maman ont un rapport sexuel, généralement, ou pas généralement, je sais pas pourquoi je dis généralement, mais en fait, c'est que euh, le rapport sexuel est là pour la procréation. Et on va parler de progescence. C'est Claude Sabat qui a vraiment développé ce sujet-là, c'est-à-dire que papa-maman, s'ils veulent avoir un ou des enfants, eh bien, c'est qu'il y a un projet qui va donner du sens. Et oui, je souhaite avoir un enfant, ou nous souhaitons avoir des enfants, tout simplement, eh bien, pour former une belle famille, pour avoir des descendants, pour que, et j'espère avoir un fils aîné, qu'il puisse reprendre l'entreprise. Ou bien, je souhaite avoir un enfant parce que bah, je me sens un petit peu seul. Je souhaite avoir un enfant parce que, je parle plutôt du côté de la maman, je souhaite avoir un enfant parce que ça va nous éviter de déménager parce qu'autrement on risque d'être muté. En fait, il peut y avoir plein de projet-sens différents pour avoir un enfant, ou il peut ne pas y en avoir du tout, un zéro pointé dans le projet-sens. Et bien tout simplement, cette absence de projet-sens peut entraîner, chez l'enfant qui va venir, des difficultés d'ancrage. C'est, bah, quel est mon projet-sens? J'en ai pas, ah bah, du coup j'ai du mal à m'ancrer. Et de même que si vous avez un projet-sens qui est un petit peu farfelu, et bien en fait ça va un petit peu fausser votre ancrage. Imaginons papa, maman, ils ont déjà eu un enfant, et puis ils se disent, bah, on va peut-être pas avoir un enfant unique, ça serait bien quand même qu'on fasse un enfant pour tenir compagnie à celui qu'on a, pour éviter d'avoir un enfant unique. Ça fait partie d'un projet sens potentiel. Eh ben, ça veut dire que vous allez programmer cet enfant, en effet, ce sont des enfants qui vont avoir tendance toujours à suivre le frère ou la sœur aînée, parce que bah, le projet sens, ça consistait à dire, bah oui, mais on l'a fait pour l'aîné, pour pas qu'il soit tout seul. Donc ça va entraîner un ancrage, mais c'est pas un ancrage qui est au top du top, quoi. C'est pas un ancrage comme si les parents s'étaient dit, ah bah oui, on veut avoir un enfant, bah tout simplement pour être dans la joie d'avoir un enfant, la joie d'éduquer, d'élever un enfant, de faire en sorte que cet enfant devienne un adulte épanoui, joyeux et heureux dans la vie. Ça serait un super projet sens, mais est-ce que tous les parents ont ce souhait-là dans la vie, dans le but de faire un enfant? Ben, c'est pas sûr. Et donc en fait, le projet sens peut directement venir fausser s'il y en a un, et encore plus s'il n'y en a pas. S'il n'y a pas de projet sens, ça vient complètement fausser l'ancrage de la personne après. C'est-à-dire que quelque part, elle a cette information, on m'a créé, je suis venu sur Terre, mais il n'y avait pas de but, il n'y avait pas de sens à ma venue. Ok? Première chose. Imaginons, il y a bien un projet sens, papa, maman se sont dit, ouais, on veut avoir des enfants pour être heureux avec eux, qu'ils soient heureux avec nous, et que plus tard ils deviennent adultes et qu'ils soient heureux dans la vie. Voilà. Imaginons ce projet sens-là. Maman tombe enceinte, et puis bah, quelques semaines se passent, quelques mois se passent, sauf que maman a déjà été enceinte 2 ans auparavant, et malheureusement, ça s'est terminé en fausse couche.
Eh bien, ce qui peut se passer, c'est que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, là maintenant, va ressentir qu'avant lui, il y a eu un enfant. Il y a un enfant et en plus, il est décédé. Eh bien, ça peut complètement fausser l'ancrage de la personne. Alors, on va appeler ça un gisant. Mais c'est-à-dire que, je dis pas que ça va, je dis que ça peut. Hein. Je pèse mes mots. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément ça qui crée un problème d'ancrage, mais ça peut créer un problème d'ancrage. Comment ça? Eh bien, tout simplement parce que, énergétiquement, cette personne va être connectée à ce défunt. Et donc, ça va l'empêcher quelque part d'être complètement ancré dans cette vie-ci, dans l'ici et le maintenant. Et évidemment, des gens qui ont des problèmes d'ancrage, une des incidences aussi, c'est avoir des difficultés à lâcher prise, avoir des difficultés à vivre pleinement le moment présent. Et peut-être que ce sont des personnes qui peuvent être rêveuses, ou en tout cas qui vont avoir des problèmes d'ancrage, avec tout ce que ça peut induire derrière. Donc c'est pour ça que là, du coup, il faut faire un travail énergétique pour, en effet, libérer la personne de cette emprise que l'autre peut avoir sur la personne. Ok ? Imaginons qu'il n'y a pas eu de fausse couche avant, ou d'IVG, parce que s'il y a une IVG, c'est exactement la même chose. Il y a eu un défunt, et peut-être que l'enfant qui est dans le ventre de maman est connecté à ce défunt. Ok ? Voilà. Quelques mois se passent, et puis en fait, eh bien c'est jamais apparu aux échographies, personne ne s'en est jamais rendu compte, mais maman a fait une perte de caillots de sang, voilà, pendant la grossesse. Il y a eu des petits examens, non, je sais pas, c'est un truc qui est parti. Ça peut être ça par exemple, ou bien ça passe complètement inaperçu. Aucun symptôme, rien. Et ouais, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, il n'y avait pas qu'un seul enfant dans le ventre de maman, il y en avait deux. Et sauf que il y en a qu'un seul qui va naître au bout de 9 mois, l'autre, peut-être, a vécu 1 heure, une journée, une semaine, un mois. Mais c'est la première échographie, généralement, elle est au bout de 3 mois. Donc vous imaginez bien que entre ce 0 et ce 3 mois, il peut peut-être y avoir plusieurs embryons, plusieurs fœtus, et puis il y en a qui partent. Voilà, ils décèdent. Mais ce qui se passe, c'est que dans le ventre de maman, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que quelque part, quand vous avez deux jumeaux qui sont là, il y a vraiment une relation très très forte entre les deux. Généralement, c'est un amour fusionnel qui est entre les deux. Ils sont tous les deux bien au chaud dans le ventre de maman. C'est pas comme s'il y avait un seul œuf, mais presque. Ils forment une certaine unité. Alors, je parle que s'il n'y a qu'un seul jumeau, mais des fois, ça ressort en constellation familiale et systémique, des fois ils étaient 4 dans le ventre de la maman, et il n'y en a qu'un seul qui est sorti. Et donc il va falloir faire une correction entre tout le monde, là, entre les 3 qui sont partis et la personne qui est sortie, parce que forcément, l'enfant qui est né est énormément influencé par les 3 autres qui eux ne sont pas restés. Et donc, si je pars du plus simple, où en fait il n'y a eu qu'un seul jumeau, on va appeler ça le jumeau perdu. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de chiffres qui sortent à propos de ça, mais je peux vous dire qu'on est à peu près 80% de la population à avoir eu un jumeau. Alors j'ai une petite question de Sabine, c'est le cas pour mon fils, il a perdu son jumeau vers le 3e mois. Ok. Donc en fait, je ne sais plus si j'avais fait un live sur le jumeau perdu, mais c'est vraiment un sujet passionnant. Alors comment peut-on savoir? Me demande Pierre de Luna, donc je ne connais pas ton prénom. À moins que ce soit Pierre, ou Luna, ou autre chose. Eh bien en fait, tu as tout un tas de techniques de le savoir. Donc tu as les gens comme moi qui peuvent te dire si tu as eu un jumeau ou voilà. Ça peut être des gens aussi qui canalisent tout simplement. Peut-être des gens avec leur pendule. Voilà, tu as des gens qui font de la radiesthésie et puis ils peuvent te donner plein d'informations. Ok, merci Sylvia. C'est mieux en fait. Je préfère avoir le prénom que le pseudo, c'est plus sympa. Voilà. Après, il faut consulter une personne, un praticien, une thérapeute qui pourra vous dire ah bah tiens, vous avez des gens qui ont une technique d'acupressure que moi j'ai pratiqué à une époque, qui s'appelle de la PBA. Et bien en fait, on va pouvoir, on va déceler que la personne ait un jumeau. Donc du coup, on va accompagner la personne dans cette démarche-là il peut y avoir souvent un déphasage, un déséquilibre entre la personne qui est vivante et son jumeau, et on va juste rétablir l'équilibre, la relation. Donc ce jumeau perdu, si je reviens à l'ancrage, imaginez que cet enfant a perdu quelque part son âme sœur. Cet enfant quelque part a perdu la personne qui lui était la plus chère. Et c'est énorme. Donc ça peut entraîner évidemment une blessure d'abandon, une blessure de rejet, de l'injustice. Ah oui, pourquoi toi t'es parti et pas moi?
Il peut y avoir énormément de colère en fait qui est générée alors, échographie, évidemment, pour être plus terre à terre, mais l'échographie, elle n'intervient pas. On ne va pas faire l'échographie au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Généralement, c'est à partir du troisième mois. Mais donc, c'est ce que je vous dis, hein, entre le 0 et le 3 mois, il peut se passer plein de choses. Alors, en fait, Pierre Deluna, tu. Non, je reprends ton prénom. Sylvia. Alors, Sylvia, bah, est-ce que tu me poses la question? Est-ce que tu veux savoir si tu as eu un jumeau ou une jumelle ou pas? Parce qu'en fait, tu m'as toujours pas posé la question. Tu me poses pas la question, je réponds pas à une question qu'on m'a pas posée. Tu m'as juste demandé comment on peut savoir. Ben voilà. Si nos enfants sont nés par FIV avec plusieurs embryons, c'est la même chose. Ben, je peux te répondre, il y a de fortes probabilités que oui. Je peux pas dire un oui absolu, je sais pas, faut voir, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Donc, le jumeau perdu peut entraîner énormément de troubles du comportement, ou ça peut entraîner énormément de blessures, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous avez ces deux êtres qui sont dans un amour inconditionnel énorme, et puis qu'il y en a un qui part, bah, je peux vous dire que l'autre, il se sent tout seul, et c'est terrible, quoi. Et donc, du coup, ça peut vraiment créer chez cette personne eh bien, des difficultés d'ancrage. Alors, Sabine, donc Sylvia, bah, pour moi, t'as pas eu de jumeaux. Voilà. Ni de jumelles. Donc, le problème d'ancrage peut aussi très bien venir du jumeau perdu, par exemple. Et puis, imaginons que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, donc, a un projet sens, ce qui est super, n'a pas eu de jumeaux. Ok? Donc, tout va bien jusqu'à présent. Et puis, il va venir le moment de l'accouchement. Et là, je peux vous dire que, alors j'ai déjà fait un Facebook Live là-dessus, bah, Marine, je peux pas te faire, te canaliser tous tes enfants et savoir par rapport au FIF, parce que je peux pas le faire comme ça, ça va pas être aussi simple, quoi. Vient le moment de l'accouchement, et il peut très bien y avoir des difficultés à être ancrées par rapport à des conflits émotionnels des parents. Tout simplement, imaginons que papa-maman voulait préparer la chambre de bébé pour l'accueillir. Et puis ils se disent, bah ouais, mais là, on n'a pas eu le temps de finir la chambre. On n'est pas prêt à recevoir, à accueillir l'enfant. Alors pour les parents, ça peut paraître tout à fait anodin. Ils se disent, bah c'est pas grave, il va venir dormir dans notre chambre pendant 2 semaines, le temps qu'on finisse la chambre une fois qu'il sera né. Donc c'est bien, ils avaient une problématique, ils ont trouvé la solution. Sauf que bébé peut très bien ressentir le stress des parents, comme quoi on n'est pas prêt à l'accueillir. Il va retenir ça, il va retenir le stress des parents. Ou bien, ça peut être des parents aussi qui se disent, bah ouais, on n'a pas eu le temps de déménager, on aimerait déménager pour pouvoir accueillir bébé, parce que là, on vit dans un appartement et il n'y a qu'une seule chambre, et on doit déménager dans une maison, on a un appartement plus grand, où il va pouvoir avoir sa chambre, il va pouvoir avoir sa place. Et si papa-maman stresse par rapport au fait que bébé n'aura peut-être pas sa place, bébé qui fait éponge, c'est une super éponge à émotions, bébé dans le ventre de maman, eh bien il peut tout seul se conditionner au fait que je n'ai pas ma place. On n'a pas prévu ma place. Eh bien, directement, ça va créer une perturbation dans son ancrage. Donc bah, ça aussi, ça va très bien se déprogrammer. Hein. C'est-à-dire qu'en canalisation, en constellation, je pense que même des kinésiologues pourraient le faire. Mais donc on va pouvoir déprogrammer tout ça. Ce sont des programmes inconscients qui peuvent venir perturber l'ancrage d'une personne. Donc là, une fois de plus, hein, j'insiste, hein, mais c'est pas avec les artifices d'ancrage qu'on peut déprogrammer l'origine émotionnelle du problème d'ancrage, ça peut vraiment venir tous azimuts de plein de choses complètement différentes. Jens, ouais, t'as un jumeau et alors il te rentre de plein fouet dedans. Voilà. Ou une jumelle, hein, j'ai pas cherché le sexe. Donc bébé peut très bien se créer des engrammes inconscients émotionnels pendant la grossesse qui vont le priver d'ancrage. Ok? Généralement, c'est des conflits de territoire. L'ancrage, c'est en rapport avec le territoire, ma place, ma position. Le problème de place, imaginons, dans une fratrie, vous venez puis vous me dites, bah ouais, moi je suis le deuxième ou troisième ou je suis le premier. Sauf que, eh bien peut-être que
officiellement sur le papier, vous êtes le deuxième enfant né, mais que avant votre grand frère ou avant votre grande sœur, eh bien, il y a déjà eu un enfant. Eh bien, quelque part, dans l'ordre des naissances, vous n'êtes pas la deuxième personne, vous n'êtes pas le deuxième enfant, mais en fait, vous êtes le troisième. Eh bien, juste le fait de ne pas respecter quelque part cet ordre des naissances, puisque eh peut-être que maman a fait une fausse couche sans s'en rendre compte, hein, ça peut être tout simplement ça. Eh bien, le fait de ne pas être vraiment euh, dans l'ordre des enfants qui ont existé, ça peut vous créer un problème d'ancrage. Et alors là, dans ce cas-là, souvent ce sont des gens qui ont du mal à trouver leur place. Ça peut être une place professionnelle, qui se cherchent professionnellement, ça peut être une place dans la société d'une manière générale, ça peut être une place dans leur couple, ça peut être une place au sein de leur famille, dans leur clan. Elles se sentent en permanence, elles vont se dire, bah ouais, mais j'ai toujours eu le sentiment de ne pas faire partie de cette famille, de ne pas faire partie vraiment de... Bah Stéphanie, ouais, t'en as un, et derrière toi, et il y a beaucoup d'émotions, ok? Il est là. Bon, on verra ça, Stéphanie. Euh, donc, il y a vraiment tout un tas d'incidences par rapport à des petites choses qui peuvent paraître complètement anodines, mais je peux vous dire que dans la vie d'une personne, ça peut vraiment complètement influencer sa vie, du début jusqu'à la fin de sa vie, et tant qu'elle ne s'est pas libérée de ça, eh bien en fait, ce sont des personnes qui vont avoir des difficultés à trouver leur place, et en plus qui vont avoir des difficultés d'ancrage. Alors ce qu'il y a, c'est que vous avez des personnes qui ont d'énormes facilités, je vais appeler ça, qui ont d'énormes facilités à flyer, c'est-à-dire qui se déconnectent de leur corps, qui se déconnectent de ce qui se passe dans la vie de tous les jours, et qui vont vraiment apprécier ces moments-là où elles sont dans des états modifiés de conscience, parce que quelque part c'est un peu jouissif. Parce qu'en fait, quand vous êtes connecté à l'amour inconditionnel en permanence, eh bien en fait, c'est jouissif, quoi. On est dans une plénitude, on se sent vraiment très bien. Mais on est déconnecté de qui on est, quelque part. Bah si t'as peur de savoir, faut pas demander. Corentine, non, j'en ai pas pour toi. Ah attends, Corentine, j'ai peur. Pourquoi t'as peur? Pour toi, j'en ai pas. Sylvie, bah, j'en ai pas, mais par contre, Sylvie, ton prénom porte une information, c'est si il vit. Est-ce qu'avant toi, il n'y a pas eu un enfant qui serait un défunt? Maman le sait ou ne le sait pas, hein, ça dépend de la maman, mais quelque part, souvent un prénom Sylvie, c'est si il vit. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est parti, et on espère vraiment que celui-ci puisse être en vie, et Sylvie, c'est plus ça qui peut te programmer. Et Séverine, je veux bien savoir aussi, s'il te plaît, c'est super intéressant ce que tu racontes. Bah Séverine, ouais, t'as un truc derrière toi. Et je pense que c'est ton jumeau. Isabelle, t'en es un, il est en face de toi. Je continue. Donc, la place dans la fratrie, ça peut perturber l'ancrage. La plupart des personnes, t'en as un aussi, Marine. Tu m'as pas demandé pour toi, tu me parlais de tes enfants nés par FIV, à moins que ce soit toi qui sois né par FIV. Donc là, excuse-moi, j'ai compris que tu demandais par rapport à tes enfants. Mais c'est plus toi, il est en face de toi. Charlotte, ouais, mais j'irais, toi, t'en as peut-être deux devant toi. Il y en a au moins deux. Alors je rote, alors ceux qui me connaissent, hein, je rote et je baille, bah, c'est que ça transmute des énergies, donc c'est normal, tout va bien. C'est pas que j'ai un problème de digestion, non, non, rien à voir avec ça. Bon, ça me fait rigoler. Donc, bébé, il est dans le ventre de sa mère. Bientôt, maman va accoucher. Bébé sort du ventre de sa mère. Ouais, Daniel, t'en as un. Et là, imaginons, tu les vois, bah, je les devine. Je les devine. Après, on peut les voir, mais là, c'est plus je les devine, quoi. Ok, ça marche, Marine. Donc, bah, Linda, ouais, je t'en prends un. Moi, t'en as un. C'est flottant. Je sais pas, Linda, t'as des gros problèmes d'ancrage ou pas? Parce que c'est vraiment flottant devant toi, même ton jumeau, il est pas vertical, il flotte devant toi. Euh, il sort du ventre de maman, et en fait, ce qui se passe, c'est que bébé, s'il ne se sent pas accueilli, si en fait, il sort peut-être trop vite du ventre de sa mère, et quelque part, bah, il sort et il n'y a personne qui est là pour l'accueillir, il peut avoir une sensation de vide. C'est juste énorme. Et cette sensation de vide, ce premier contact avec la vie en dehors du ventre de maman, c'est une sensation de vide. Eh bien, ça peut être énormément perturbant. Déjà d'une, ça peut créer peur du vide.
Alors peur du vide, ça va avoir quoi sur une incidence auprès des gens? Ce sont des gens qui parfois peuvent avoir besoin de remplir les espaces autour d'eux. Vous avez des gens, chez eux, il y a des bibelots sur tous les murs, sur tous les buffets, sur tous les meubles, il y a des trucs qui sont posés. Bref, c'est hyper chargé chez eux. Peur du vide, ça peut être des gens qui ont besoin de contrôler. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas de ne pas avoir la mainmise, de ne pas contrôler ce qui se passe autour d'eux, ce qui se passe avec eux. Donc ça peut être même très chiant par rapport aux autres, parce que ce sont des gens qui sont dans le contrôle, peur du vide. Évidemment, ça peut être la peur du vide au sens propre, je vais avoir le vertige, ça peut être des choses comme ça. Mais vraiment, la peur du vide, quand on l'a de manière inconsciente, ça peut conditionner énormément de troubles du comportement. Alors, troubles du comportement, évidemment, on n'est pas schizophrène, c'est juste que c'est excessif. Hein, voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc, cette sensation de vide, eh bien, va créer une certaine insécurité, et peut créer cette notion de « Ah ben je viens de sortir du ventre de maman, quelque part j'étais ancré, j'étais connecté à quelque chose, à de l'amour, à quelque chose de chaud, j'étais dans ma bulle de protection », ça peut presque créer un sentiment d'insécurité. Et puis donc, en quoi ça va venir influencer l'ancrage? Ça veut dire que le bébé, il flotte. Il y a ces sensations de flottement. Et c'est pas une sensation de « Ah je suis accueilli, je repose sur quelque chose ». C'est en cela que ça peut venir perturber l'ancrage. Alors ça change quoi qu'il soit devant, derrière? Eh bien, je dirais quand cette entité, on va appeler ça une entité, hein, ce jumeau perdu, cette entité ou la personne qui est décédée avant, ce gisant, quand on est derrière, eh bien quelque part on porte son poids, on porte le poids de tout ce qu'il représente. Et quand cette entité est devant, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait un pas, on est dans son champ d'énergie. C'est-à-dire qu'on baigne dedans en permanence. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence? C'est la façon dont la personne va vivre ça. Je pense que quand on porte une personne, on ne la porte peut-être pas en permanence et ça peut varier. Par contre, quand on est dans son champ d'énergie, qu'elle est tout le temps devant nous et qu'on baigne dedans, là, ça nous influence vraiment 24 heures sur 24. Okay. Cela peut être en rapport avec une césarienne. Le problème d'ancrage, je te dirais oui, pourquoi pas. Je te dirais oui, pourquoi pas. Hein, césarienne, j'ai déjà eu une personne qui, quand je la canalise, je lui dis « Ah non, t'es né par césarienne. Pas de perturbation. Tu as vécu ça très très bien, ok, on va pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. » Alors que je peux à la limite avoir 9 personnes en amont qui sont nées par césarienne, et à chaque fois ça crée une mémoire émotionnelle traumatique. Et puis il y en a, ça crée rien. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment relativiser. C'est pas parce que peut-être vous avez eu un jumeau que, en effet, vous avez un problème d'ancrage d'une part, c'est pas ce que j'ai dit, si je dis à chaque fois ça peut, que vous avez une blessure d'abandon, une blessure de rejet, un traumatisme lié à des colères, une blessure d'injustice. C'est juste que ça peut conditionner. Un jumeau perdu, il y a tout un tas de choses par rapport à ça. Donc bébé est né. Baba, je sais pas pourquoi je dis baba. Bébé est né. Sensation de vide. Donc ça aussi, ça peut créer des problèmes d'ancrage. Et puis après, dans la vie de l'enfant, il peut y avoir tout simplement tout un tas d'événements qui peuvent perturber son ancrage. Alors, j'ai petite question. Moi, j'ai cette sensation de vide et je suis dans le contrôle. Comment y remédier? Écoute, mon mail c'est contactgp44@gmail.com, tu m'envoies un mail, on prend rendez-vous, je te fais une séance et puis on corrige tout ça. Oui, bien sûr, ne pas généraliser et surtout, je ne veux pas généraliser. Si jamais un jour je généralise, il faudra m'envoyer un petit mail, un petit chat là, pour me dire Greg, t'as dit un truc, non, c'est. Hein, voilà, ok. Cela peut laisser. Ok, vite, bonsoir, désolé, je viens d'arriver. Comment peut-on savoir si on a un problème d'ancrage, s'il vous plaît? Tu me demandes, mais je vais pas le faire pour tout le monde parce que j'ai déjà fait pas mal de jumeaux perdus. Écoute, Sabrina, je t'invite à regarder la vidéo en replay et puis tu auras la réponse à cette question. Hein, ok? Je pense que tu auras la réponse à cette question. C'est par rapport à des sensations que tu peux avoir et puis des comportements qui peuvent être induits par un problème d'ancrage. Imaginons, l'enfant grandit. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'à la naissance, normalement, énergétiquement, c'est au père, au papa, de reconnaître l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant va porter le nom de famille, généralement du papa. Peut-être que s'il ne porte pas le nom de famille du papa, ça peut lui créer un problème d'ancrage. Peut-être que si papa n'était pas là au moment de l'accouchement et qu'il n'a pas reconnu son enfant, ça pourrait aussi créer un problème d'ancrage.
Les problèmes d'ancrage, ça peut venir aussi des prénoms. Imaginons, maman voulait que sa fille s'appelle Sandra. Et puis papa, bah, il se dit, bah ouais, mais Sandra, ça me rappelle une de mes ex. J'ai pas envie d'appeler ma fille Sandra. Et donc je vais l'appeler Rosalie. Et puis bah, c'est papa. Et puis il n'en parle pas à la maman. Et puis c'est papa qui va aller à la mairie, déclarer l'enfant. Et puis maman, eh ben, quand elle va voir l'acte de naissance et tout ce qui va avec, elle va dire, mais pourquoi tu l'as appelée Rosalie? Moi je voulais qu'on l'appelle Sandra. Ah bah ouais mais Sandra, moi je voulais pas, je te l'ai dit, je voulais pas. Ils se sont pas mis d'accord peut-être sur le prénom, ou papa a fait son truc en douce. Ça peut créer un problème d'ancrage, mais là c'est trop petit. En fait, si j'écarte mes bras, vous le voyez plus, c'est plus le champ de la caméra. Problème avec le prénom. Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le prénom, ça peut créer un gros problème d'ancrage chez la personne. Ou bien si le prénom n'est quelque part, il y a un problème de légitimité. Et donc la personne, si elle ne se sent pas légitime dans son prénom, bah vous imaginez peut-être que plus tard, elle ne se sentira pas légitime à exercer certaines professions, elle ne se sentira pas légitime à être maman, elle ne se sentira pas légitime à pouvoir élever ses enfants. Il y a tout un tas de comportements, de problématiques qui peuvent se greffer à ça. Alors j'ai Gaël qui me pose une question. Hop, bonsoir Grégory et bonsoir à tous, je prends en train en route mais quelques notions que j'entends. Ok. Bah pour ceux qui arrivent maintenant, je vous invite vraiment à regarder le live depuis le début, quoi, parce que j'ai déjà donné pas mal d'infos. Et la prématurée, alors attends, parce que j'ai un peu de mal avec mon chat. Prématurée peut jouer, bah, je peux pas te dire non. Je dis pas que ça va jouer, mais c'est possible que oui. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en canalisation, c'est qu'on va chercher pourquoi est-ce que l'enfant est né prématuré. Peut-être que l'enfant, inconsciemment, pressentait et ressentait un danger s'il ne sortait pas plus tôt. Donc c'est lui-même qui était pressé de sortir, ou bien peut-être qu'il y avait un danger pour lui, et à ce moment-là on a provoqué l'accouchement. Mais on peut aller chercher tout ça. Moi l'ancrage c'est très compliqué, j'ai fait mon thème astrologique par rapport aux fleurs de bac dans lequel on retrouve 3 fois la clématisse qui représente l'ancrage. Ok. Alors ce qui est intéressant c'est que, bah, je sors du truc, hein, je sors des prénoms là. Ce qui est intéressant c'est que par rapport à que ce soit l'astrologie, numérologie, si dans vos signes, dans la numérologie, tout ça, ressortent des problèmes d'ancrage, on canalise ce qui fait qu'il peut y avoir un problème d'ancrage et on va établir un équilibre. Parce qu'en fait, c'est une distorsion, c'est ah, la numérologie, l'astrologie montre que, ok, ça marche. Eh bien, on va faire en sorte que ça s'atténue en fait, que ces influences s'atténuent de manière à améliorer votre ancrage. Donc, le prénom, c'est vraiment super puissant. Quelqu'un qui porte, entre guillemets, hein, qui porte mal son prénom, peut lui créer des problèmes d'ancrage parce que ça va créer des problèmes identitaires. Il y a des personnes des fois qui viennent me voir qui me disent je n'aime pas mon prénom, je ne sais pas pourquoi j'aime pas mon prénom. Ah bah ouais mais du coup c'est parce qu'en fait le prénom qu'elle porte, ce ne sont même pas les parents qui l'ont donné, c'est le grand frère ou la grande sœur. Il y a même une famille où c'était en gros c'est toute la famille, c'est même les frères et sœurs je crois, qui se sont mis d'accord pour le prénom. Bah, quelque part ça partait d'un bon sentiment, mais qui est-ce qui donne l'identité à ses enfants? C'est pas les frères et sœurs, ce sont les parents. Les parents entendaient un garçon, pas d'écho à cette époque. Bah Linda, après tu portes un beau prénom féminin, est-ce que ça te perturbe ou pas? C'est pas sûr, hein, ok, des fois papa maman peut en effet avoir envie d'un enfant d'un certain sexe, c'est l'autre sexe qui naît, et c'est pareil, en effet, pour certaines personnes ça peut créer des problèmes identitaires, de l'aller jusqu'en la sexualité, peut-être, mais ça peut être plus bah, voilà, de se sentir bien dans qui on est, dans son masculin ou dans son féminin. Hein, ça peut en effet, certaines personnes peuvent être coupées de leur partie féminine ou de leur partie masculine bah parce que y a une distorsion à ce niveau-là. Donc les prénoms, c'est super important. Les noms de famille, c'est super important. Le fait que papa reconnaisse son enfant, c'est super important. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais en fait, papa est décédé pendant que maman était enceinte. Bah ça arrive aussi des fois. Eh bien ok, eh bien on va corriger le tir parce qu'en constellation familiale et systémique, il n'y a pas de notion de temps, d'espace, ni de lieu. C'est-à-dire qu'on peut incarner un défunt qui va insuffler l'énergie d'amour paternel qui a manqué à l'enfant. Et ça, ce sont des moments magiques parce que lorsqu'on insuffle cet amour de papa ou de maman qui a manqué à l'enfant, eh bien, je peux vous dire que la personne, si elle est vraiment bien connectée à son corps et bien dans ses ressentis, elle va sentir passer cette énergie
Et c'est une énergie qu'elle n'avait jamais eue de toute sa vie, et quel que soit l'âge de la personne, elle se reconnecte à cette belle énergie, et après, à partir de ça, c'est acté, ça lui appartient, elle en a pleine possession, et elle va pouvoir vivre avec, à cette énergie qui lui manquait. Alors mes parents n'étaient pas ok sur mon prénom, le gynéco choisi, c'est des soucis d'ancrage et de légitimité, merci pour l'éclairage. Ouais, bah c'est pour ça que je fais des lives. Hein. Tout ce que je vous raconte ce soir, Alors, comment je fais pour tenir pendant 1 heure comme ça voilà, ça fait une quarantaine de minutes que je suis là, et je pourrais en parler encore pendant des heures sans m'en lasser. Je n'ai rien préparé avant ce soir. C'est juste que l'info, bah, c'est passionnant. J'ai plein d'exemples à vous citer, bah, parce que je fais plein de séances, et que bah, c'est du partage. Et si vous, ça peut vous éclairer sur des notions de votre vie, ou par rapport à vos enfants, vos frères et sœurs, vos parents, bah, c'est génial quoi. C'est du partage, c'est de la culture. Je partage ma culture de ce que j'expérimente, de ce que je découvre, de ce que je découvre pas tout seul, hein, je suis avec mes clients, les personnes qui me consultent, et en fait on découvre ça à plusieurs quoi. Bah, donc je partage quoi, ok. Et j'ai pas besoin de préparer parce que, ben non, ça vient au fil de l'eau. En fait, c'est tellement fluide et limpide que, bah, parce qu'à force que ça vienne, c'est facile. Alors pour mon fils, on a choisi trois qu'on en aimait beaucoup, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord de l'ordre. Donc on a fait piocher sa grande sœur à la naissance, l'ordre des prénoms, c'est excellent, hein. Être problématique. J'en sais rien. Donne-moi le prénom, mais après voilà, on va prendre les trois prénoms, et puis on va voir ce qui ressort par rapport aux trois prénoms, ok. Mon petit frère défunt devait s'appeler Stéphane. Ah ouais, bah ça c'est fort ça, Stéphanie, tu vois. Ça c'est excellent, merci du partage de Stéphanie. Ah non, c'est Charlot. Non, alors attends, j'arrive pas à lire. Mais bon, alors ouais, bon, j'ai un peu de mal avec le chat parce que je suis juste avec mon téléphone. Mon grand frère devait s'appeler Stéphane, mes parents ont choisi le même prénom pour moi, dur pour reprogrammer, merci Rigori. Bah ouais, Stéphanie, alors là, ça c'est... Vous imaginez bien qu'un enfant qui est défunt, les parents lui donnent un prénom. Et forcément, on ne sait pas pourquoi, l'enfant qui suit, il lui donne le même prénom. Là, la loyauté envers ce défunt, mais elle est directe. C'est direct. C'est comme si vous donnez le prénom à votre enfant de l'arrière-grand-père qui est décédé sur le front pendant la guerre 14-18. Cet arrière-grand-père, il s'est pris un obus dans l'épaule droite. Et puis, ben, l'enfant qui naît, qui va porter le même prénom que l'arrière-grand-père, et bien, comme par hasard, il aura des difficultés dans la dextérité à bouger son bras droit ou son épaule droite. Et ben, ça va falloir libérer cette loyauté-là. Alors, elle est par rapport au prénom, elle peut être aussi par rapport à l'espérance de vie. Si le grand-père, l'arrière-grand-père pendant la guerre 14-18, il est mort à 27 ans, un 24 novembre 1917, il va falloir se méfier que la personne qui est en loyauté directe avec cet arrière-grand-père puisse vivre au-delà de 27 ans le 24 novembre de la même année. La psychogénéalogie, je peux vous dire que c'est au rasoir. C'est d'une précision extrême. C'est un sujet qui est passionnant. Hein. Transmission transgénérationnelle des mémoires de génération en génération. Stéphanie, écoute, on se verra, puis on va te libérer de tout ça. En fait, ça se fait super bien. Quoi. En un quart d'heure, la personne, elle est libérée de loyauté. Quoi. Quand on goûte à ça et quand on sait faire ça, c'est hyper rapide. Et ça se fait en douceur. Ça se fait en douceur. Ma grande sœur m'a donné mon prénom en pleurant car tout le monde voulait un garçon. Merci Isabelle du partage. Je n'en dirai pas plus. Julian Wyatt Owen, ok. Bah, tu vois, dans les trois prénoms que vous voulez donner, il y a énormément de connotations anglophones. C'est intéressant. Mais je vais pas te le faire ce soir. Faut vraiment. Là, il y a trois prénoms à consteller, quoi. Ok. Un prénom, ça va. Trois prénoms. Bonjour les dégâts. Non, c'est pas ça, c'est que trois prénoms, bah, ça demande un peu de temps. Oups, ma fille porte le prénom de ma grand-mère. Alors ça, il y en a plein. Hein. Moi, je porte et le prénom de mon père et le prénom d'un oncle. Évidemment, hein, c'est dans les mœurs, dans les coutumes, de donner les prénoms des grands-mères, des tantes et tout ça. Eh bien, il y a de fortes probabilités pour que ta fille ait une certaine loyauté envers ta grand-mère. Et forcément, il y a des loyautés qui sont positives. Moi, je parle que des loyautés négatives, mais il y a forcément des loyautés positives parce que c'est grâce à nos ancêtres que nous sommes en vie.
Je répète, c'est grâce à nos ancêtres que nous sommes en vie. Donc merci nos ancêtres d'exister et d'avoir existé. Je vous dois la vie. Vous pouvez être fiers de vous. Je suis fier de vous, car grâce à vous, je suis en vie. Eh bien déjà, on a tout un tas d'énergies positives qui nous habitent grâce à nos ancêtres. Et une fois de temps en temps, on a une petite mémoire négative qui vient nous influencer. Et ben, c'est ça qu'on vient chercher. Alors, quand j'ai une petite mémoire négative, ben, ça peut nous influencer au plus haut point, évidemment, mais c'est surtout qu'on a, dans le pack des loyautés, on a surtout du positif et un petit peu de négatif. C'est surtout ça qu'il faut mettre en valeur. Alors, j'ai appelé mon fils Robin Loïc Christophe. Mon père Loïc était déjà mort et son père Christophe est décédé quand Romain avait 10 ans. Merci Linda du partage, je n'en dirai pas plus. J'en ai dit beaucoup par rapport à ça. Mais c'est pour ça que tu partages ton truc et merci à toi. C'est super intéressant. Je porte le prénom de mes 2 arrière-grand-mères. C'est bien. C'est un joli prénom, je suppose c'est Séverine. Mais ma mère ne savait que pour une. Tous les prénoms portent une très très belle énergie. Ok. Alors j'ai fait un Facebook Live sur les prénoms. Tous les prénoms portent une très très belle énergie. Maintenant, c'est quelle était l'intention, consciente ou inconsciente, qui voulait être mise par rapport au prénom. Alors généralement, c'est inconscient. Hein. Les parents vont dire, ah ouais, bon, on a choisi ce prénom-là parce que ceci, parce que cela. Ça, c'est eux qui interprètent ça comme ça. Mais d'une manière générale, si le prénom porte cet enfant, c'est pas un hasard, et c'est ce prénom va porter une certaine énergie, inconsciente et consciente de la part des parents. Mon deuxième prénom est celui de ma mère, ben oui, en fait, hein, on porte tous des prénoms. Mais donc, c'est intéressant quand on fait une séance de. Alors, je le fais pas à chaque fois. Généralement, je vais consteller le prénom de la personne. Ben, ça peut être par rapport à un certain mal-être. Mais c'est parce que ça se sent, c'est-à-dire que la personne, quelque part, elle porte mal son prénom. Le prénom a une très belle énergie qui va l'ancrer. Et donc là, bah, il y a des distorsions. Bah oui, mais c'est le projet sens. Par exemple, Stéphane, Stéphanie, bah forcément, Stéphanie, comme elle est en loyauté directe avec le gisant qu'il y a eu avant, là, on peut fortement imaginer qu'entre les deux, il y a un cordon relationnel qui est très très puissant, quoi. Il serait puissant d'une manière générale, même si elle ne portait pas le même prénom, mais là, vu qu'elle porte le même prénom, énergétiquement, c'est très fort, quoi. Le lien est très fort. Ce qui peut aussi provoquer des problèmes d'ancrage au-delà du prénom, c'est, imaginons, l'enfant est avant 7-8 ans, il est assez jeune, et puis il y a un déménagement dans la famille. C'est-à-dire que l'enfant se sentait bien chez lui, il était bien dans sa classe d'école, il était bien dans sa chambre, l'environnement en fait qui l'entourait créait un certain ancrage. Je suis très bien là où je vis, ici et maintenant. Voilà, l'enfant, il est dans son environnement à lui, il a pris tous ses repères, tout va bien. Et puis un déménagement brutal. Après un déménagement, c'est vrai que c'est rare que ça se fasse dans la douceur. C'est-à-dire que je vais vivre dans une ville ou dans un appartement, une maison, et puis je vais déménager pour aller vivre ailleurs. Donc généralement c'est du binaire, c'est 0-1. Eh bien, ce déracinement, j'emploie le terme déracinement, peut créer un très gros problème d'ancrage après chez la personne. Et ce sont aussi des personnes qui à ce moment-là peuvent avoir des difficultés à s'investir dans leur vie personnelle, professionnelle, affective. Ce déracinement peut créer énormément de perturbations parce que elles vont le vivre quand elles sont enfants de manière dramatique. Est-ce qu'il peut y avoir un blocage dû à mon deuxième prénom? Donc, point d'interrogation. Sabrina, je peux te dire oui peut-être, mais je veux pas que non plus que tu psychotes en disant oh oui, oh my god, il y a forcément un truc énorme qu'il faut que tu enlèves. Bah non, je vais pas te dire ça. Je sais pas. Là, on va s'en séance, quoi. Ok. Donc, ce déracinement, ce changement brutal, bah, c'est-à-dire que l'enfant, là, il est complètement perturbé, il va perdre ses repères. Perte de repères géographiques, spatiaux, eh bien, ça peut créer un énorme problème d'ancrage. Alors, imaginons que papa, maman, parce qu'il y en avait un des deux qui était militaire, et puis tous les 2 ans, il déménageait, eh bien, ça peut en effet créer des gros problèmes d'ancrage chez certaines personnes. Je dis pas que ça va, ça peut. Mais ça fait partie de la énième raison inconsciente qui va créer un problème d'ancrage. Donc c'est un sujet qui est passionnant. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre par rapport au problème d'ancrage? Eh bien tout simplement des influences extérieures.
C'est-à-dire que vous avez des personnes qui, à l'âge adulte, n'ont jamais eu de problème d'ancrage et qui, par rapport à certaines relations, donc ça peut être des relations de couple qui peuvent être très destructrices, parce que si une personne qui, par exemple, aurait vécu avec un compagnon ou une compagne perverse narcissique, eh bien en fait, ce sont des gens qui sont tellement puissants pour démolir l'autre, eh bien qui peuvent vraiment couper la personne de leur ancrage. Ça peut être là que l'ancrage va se perdre, suite à un événement traumatisant dans la vie de la personne. Ok. Donc on pourrait développer ça encore un peu plus, dans le sens où bah, peut-être que la personne n'a pas eu de gisant, a eu un super prénom, n'a pas eu de jumeaux perdus, sa naissance ça s'est super bien passé, n'a pas eu de loyauté avec le grand-père qui est décédé je sais pas quand, tout va bien, et puis là il y a un moment dans sa vie, il y a un gros choc émotionnel qui va vraiment la perturber parce que, bah, comme vous devez le savoir, l'ancrage c'est pas palpable, c'est pas comme si je prenais, voilà, je vais prendre ça, je prends un caillou, bah, le caillou, ok, c'est un minéral, c'est du palpable, il est là, il est un petit peu frais, c'est léger parce que c'est une pierre qui est légère, je sais pas ce que c'est. Euh, L'ancrage, c'est, on est vraiment dans de l'énergétique, et une personne qui aurait vraiment vécu un épisode traumatisant pour elle, eh bien ça veut dire que énergétique, autant psychologiquement elle peut être déstabilisée, mais ce manque d'instabilité psychologique et émotionnelle, eh bien ça va venir perturber son ancrage à l'âge adulte. Donc les problèmes d'ancrage sont vraiment divers et variés, et ça peut venir de la conception jusqu'à là, il n'y a pas très longtemps. Voilà, l'année dernière, j'ai vécu un épisode très difficile. Psychologiquement, j'ai été très choqué, et donc énergétiquement, il y a une incidence, une influence, et à ce moment-là, bah, ça va venir travailler sur son ancrage. Ok. Parfois, il y a des personnes en séance, et elles le savent généralement qu'elles ont un problème d'ancrage. Euh, je pars du principe qu'on a plusieurs vies. On a eu plusieurs vies, on aura plusieurs vies, c'est-à-dire que, eh bien, cette vie-ci, on l'a ici et maintenant, mais j'ai eu des vies antérieures, alors on va appeler ça du karmique, il y en a qui vont appeler ça les annales akashiques, hein, il y a toute une science autour de tout ça. Moi, je suis OK avec ça, et je me dis, OK, on a eu des vies antérieures, on aura des vies futures. Alors, je vais aller plus loin dans le sujet. Peut-être qu'une personne qui a un énorme problème d'ancrage aujourd'hui et pour qui tout va bien dans sa vie, tout ce que je vous ai cité, c'est OK. Eh bien, peut-être que dans une vie antérieure, elle a vécu quelque chose qui fait que dans cette vie-ci, elle est en loyauté avec cette vie antérieure où elle a eu un gros problème d'ancrage. Ça peut être un déracinement, ça peut être quelqu'un qui a vécu un exil, ça peut être un problème de migration, tout comme ça pourrait être un problème de migration dans la généalogie, hein, dans votre vie à vous, chez vos ancêtres. Et bien en fait, si vous avez des ancêtres qui ont vécu vraiment un déchirement lorsqu'ils ont été obligés de migrer d'Italie en France, d'Espagne en France, de pays du Maghreb en France ou d'autres choses, ça peut être de pays nordiques aussi, à un moment dans les pays nordiques en fait, eh bien, il y a eu pas mal de migration vers l'Europe, un peu plus vers le sud, eh bien vous pouvez traîner ces problèmes d'ancrage parce que les gens en fait ont été déracinés. Voilà, et donc vous portez ça. Alors, en reprenant mon histoire avec ce que tu dis, je comprends mieux mon chemin de vie. Merci, bah, avec grand plaisir. Ça, j'avoue que j'ai du mal à imaginer cela. Ok, ça marche? Et oui, tout à fait. Bon, super Stéphanie. Donc vous pourriez très bien être connecté avec une vie antérieure. Et ce qui ressort des fois, c'est que... Alors je vous invite à regarder le film Thanatos. Vous pouvez le louer sur Internet. Ça coûte vraiment pas cher. C'est comme un documentaire, c'est passionnant. Ce sont des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente. Et donc ils racontent en fait ce qu'ils ont pu vivre et comment ils le vivent maintenant. Qu'est-ce que ça a pu leur apporter? Ok, donc c'est soit dû à des accidents ou à des pathologies. Il y a une dame qui était cancer généralisé. En gros, elle est décédée. Ah oui, mais en fait, elle est revenue et elle a guéri. Je vous laisse imaginer tous les potentiels de l'expression de la vie que l'on peut avoir. Donc, n'hésitez pas à louer et à regarder le film Thanatos. Mais donc, si vous regardez ce film-là, ça vous paraîtra plus clair. Ce que je vais vous dire là maintenant, si vous regardez le film, si pour vous c'est pas clair, eh bien peut-être que la personne, c'est comme si son âme qui était venue s'incarner ici sur Terre dans ce corps pour vivre cette vie-là, eh bien son âme n'est pas venue entièrement, il en reste un bout là-haut.
Et donc la séance, ça va consister à faire en sorte que le bout d'âme qui est là-haut revienne complètement ici. Et ça se fait très très bien. Et c'est arrivé cet après-midi ou ce matin, lorsque j'animais la formation sur les constellations familiales et systémiques. C'est-à-dire qu'en effet, la personne, elle avait un problème d'ancrage. Et le fait de rapatrier, je dirais, le bout d'âme qui manquait, elle l'a senti tout de suite. Hein. À partir de son bassin dans ses jambes, c'est ah ok, ah bah là je suis là maintenant, ça marche. Donc voilà, ici s'achève le Facebook Live. Je suppose et j'espère que cela vous aura vraiment intéressé. En tout cas, c'est un sujet qui est passionnant. Voilà, juste sur l'ancrage, c'est énergétique. Qu'est-ce qu'il va nous dire Grégory Pelletier? Eh bien, il vous a dit tout ça en 1 heure. On pourrait Thanatos, soit c'est Thanatos, Thanatos comme le dieu Thanatos, la Thanatopraxie. Semaine prochaine, prochain Facebook Live, je sais pas quel sera le sujet. Hein, là, autant la semaine dernière, je savais que ça allait être l'ancrage parce que c'était venu, mais pour participer à une constellation, est-ce qu'il vaut mieux... Ah bah non, absolument pas. Non, non, c'est complémentaire. Hein. Ouais, bonne soirée à toutes et à tous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? N'hésitez pas à aller voir sur mon site boostez-vous.fr. Si vous avez des questions plus approfondies, c'est contactgp44@gmail.com. Je fais des séances en visio, au téléphone, et puis en présentiel évidemment, dans la région nantaise. Excellente soirée à toutes et à tous. Prenez vraiment bien soin de vous. Et bonne soirée. Gros bisous. À bientôt. Au revoir.